Gaillard du Féminin. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va lancer la vidéo questions-réponses. Ouais, il y a eu pas mal de questions, on a envie d'y répondre. On vous remercie beaucoup. Et comme il y a pas mal de questions, on s'est dit ça va peut-être faire une vidéo très longue, voilà. Une vidéo longue, alors on va la séparer en deux. Et une partie va sortir dimanche et la suite un mercredi exceptionnel. Ça sera l'exceptionnel. Tu vas diviser la vidéo. Exactement, comme ça vous fera 2 petits moments dans la semaine pour nous retrouver pour les questions. Exact, il faudra suivre les 2 vidéos. Alors, commençons. La première question, c'était: pourriez-vous nous faire un retour sur l'utilisation de vos panneaux solaires et sur leur efficacité? Si on enlève le coût d'une telle installation, est-ce que vous mettriez plus pour alimenter d'autres choses sur votre terrain? Alors pour commencer, c'est clair qu'on a une puissance de panneaux solaires de 9000 watts. Donc d'après ce qu'on voit, c'est suffisant comme panneau solaire. C'est raisonnable, c'est suffisant, c'est même très très bien. La capacité de nos batteries, elle est uniquement de 8 kWh. Ça veut dire que durant 8 heures, on peut théoriquement consommer 1000 watts par heure. Maintenant, les batteries ne vont pas fonctionner jusqu'au bout parce qu'à un certain niveau, elles arrêtent de fonctionner pour se protéger, pour protéger le système. Donc, on n'a pas cette capacité totale. La capacité de ces batteries, elle est suffisante en été parce qu'on a le soleil. Elle est suffisante pratiquement, disons, 9 mois par année, on ne s'en occupe pas du tout. Et les 3 autres mois de l'année, on est un petit peu attentif avec ce qui se passe avec les batteries. Alors pour 2 choses, la première, c'est que la nuit venant plus vite et le jour se levant plus tard, on doit faire plus longtemps avec les batteries. Et ça implique le frigo, ça implique différentes choses qui ont besoin d'une partie de cette énergie pour fonctionner. Si toutefois on a du soleil pendant l'hiver, on n'a aucun problème pour tenir. Maintenant, quand on a des mauvais jours, vraiment, qui s'accumulent les uns derrière les autres, dans ce cas-là, ça devient plus compliqué de gérer ça. Maintenant, pour répondre à cette question, alors on peut toujours, si on devait enlever, comme elle le dit, si ce n'est pas une question d'argent, oui, on pourrait augmenter les batteries peut-être de 2 kW ou de 4. On serait plus à l'aise, bien évidemment. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un luxe qu'on veut vraiment avoir ou est-ce qu'on vit comme ça? Parce qu'on vit très très bien. L'hiver, on peut, si vraiment je voulais cuisiner, j'ai le four à pain, j'ai la cuisinière à bois, je n'ai pas besoin vraiment de cette électricité. Puis les jours où ça ne va pas, voilà. Je ne fais pas la lessive quand il fait gris, parce que je ne peux rien faire. On ne va pas le soir faire un grand repas de fête, cuisiner un grand repas de fête. Ou on fait au feu, quoi. Ou on le fait au feu, ça c'est sûr. Donc c'est simplement, on s'organise en fonction de consommer l'énergie aussi quand il fait beau, quand il y a du soleil la journée. Et le soir, peut-être d'être un petit peu au ralenti. Alors c'est vrai que si en hiver on avait plus de batteries, et lorsqu'il y a le soleil, on mettrait plus d'énergie de côté, si on peut dire ça comme ça, pour les mauvais jours. Mais voilà, il faudrait peut-être même des capacités plus grandes, il faudrait 20 kW pour qu'on puisse vraiment tenir plusieurs jours en faisant pas attention. C'est un bon minimum, je dirais que les panneaux solaires, c'est très bien. Les batteries, c'est un peu faible, mais on peut faire avec, on peut vivre avec. Voilà. Alors, la question suivante. Maintenant que vous avez un peu de recul sur votre installation d'eau et des puits, est-ce performant ou faudrait-il rajouter ou faire autrement? Alors là aussi, on a 2 grands puits, un lac, c'est-à-dire ce réservoir d'eau de 200 000 litres à peu près. On a un petit bassin aussi de récupération d'eau qui a de l'eau jusqu'au mois de juin. On a un forage qui a seulement à peu près 2000 litres en 24 heures, qui fournit 2000 litres en 24 heures. Donc c'est très peu, c'est très peu, ouais. Pour un forage. Pour un forage, oui. Alors il n'a jamais été aussi non plus. L'idée, ce n'était pas d'utiliser ce forage pour arroser les légumes parce qu'on sait très bien qu'on va puiser dans des nappes qui ne sont pas faites pour. L'idée, c'est de l'utiliser pour la maison, en fait. La lessive, l'eau, la douche, etc. L'été, parfois, il aide quand même, surtout parce qu'il est juste à côté d'un tout petit jardin. Donc, je l'utilise quand même partiellement, mais c'est extrêmement raisonnable.
on fait avec les autres. Alors c'est clair que tu as nommé le 4e qui est tout petit, ils appellent ça une mine ici. Ouais. Celui-ci va jusqu'au mois de juin, juillet. C'est aussi pour ce petit jardin. Et après, ce petit jardin, il devient l'été pratiquement désert de légumes parce que c'est une zone où ça a souvent soif. Donc j'arrose très peu, où il y a très peu de choses à arroser à part les agrumes. Et très peu de légumes. Après les autres, le barrage, le grand barrage, c'est pour les cultures d'été, puis le mil, et spécialement le mil, et ça sera le mil et le maïs, donc le mil de 60 jours. Et puis après, les arbres fruitiers. Il est arrivé au bout, là, maintenant, fin août, c'est fini. On a fini l'eau dans ce barrage. On laisse une partie pour les batraciens qui sont en bas. Maintenant, ça va rester comme ça. Il y en a tellement, c'est trop chou. Et puis, les deux puits, je commence à les utiliser. Alors, ils ont naturellement baissé, mais ces puits sont assez profonds, reliés à des nappes. Ils ont déjà de l'âge, donc ils savent que ça fonctionne. Ils ne les ont pas fait pour rien, parce qu'ils ont mis toutes les structures en pierre. Et ça suffit, disons, pour une utilisation raisonnable de l'eau. On a assez d'eau. Maintenant, si on voulait vraiment faire des grandes cultures d'été, non, on n'aurait pas assez d'eau. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, le but vraiment, c'est de faire des cultures d'automne et de profiter justement de la période humide pour produire beaucoup d'autres choses. Tous ces puits, tous ces grands puits, ils sont, même le 4e, ils sont tous reliés par un système électrique et d'irrigation, donc de tubes d'eau et d'électricité. Je peux pomper de l'eau vers la citerne au point le plus haut de notre terrain. Et utiliser, lorsque je le désire, en pleine nuit, par la gravité, j'ai assez de pression pour arroser tout ce que je veux. On avait mentionné dans une vidéo qu'on avait eu des fuites, qu'on a dû réparer ce système avec le chaud-froid, donc qui a tiré sur les tubes, qui a en fait séparé les jointures. On a dû rajouter du tube simplement, quoi. Exactement. On a dû rajouter du tube. Mais maintenant c'est performant, maintenant ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne super bien. Il faudrait maintenant couvrir ce qui est à l'air pour pas que ça soit chauffé par le soleil. Ouais. Ça, c'est encore un gros projet parce qu'il y en a 300 mètres. Il n'est pas au niveau du sol comme ça, facile, atteignable. C'est tout en hauteur. Ouais. Autrement, le système d'eau, il est performant. Il est bien installé autour de la maison. On a accès vraiment à l'eau, plus ou moins partout. Avec un jet de 50 mètres ou un petit peu plus, on a vraiment accès partout. La question suivante, comme vous ne travaillez plus chez un patron et en quelque sorte vous êtes sorti du métro boulot dodo, quel bienfait cela vous apporte au jour le jour et sur le long terme? Alors je pense cette question c'est clair. Alors moi j'ai toujours été engagée, travailler chez un patron. Toi peut-être tu as été... Ça fait très longtemps que... Oui, tu étais indépendant, donc c'est déjà... Toi, tu es déjà plus organisé à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la charge de travail qui implique un tel projet. Je pense là... C'est clair que la charge de travail, elle est peut-être difficile à quantifier maintenant parce que on a lancé le projet dans ces 2 années, donc il y avait tout à faire en plus de la ferme. Donc maintenant, la charge, elle va peut-être un petit peu diminuer mais je pense sur une ferme comme on a ici, on peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si on travaille chez un patron, c'est lui qui vous dicte l'horaire, qui vous dit vous êtes là à 7 heures du matin jusqu'à telle heure, etc. Et vous avez votre travail à faire. Et le soir, vous rentrez et puis vous êtes libre, vous faites ou vous faites rien. Donc ça, c'est le choix. Ici, sur la ferme, c'est un peu différent. On doit se donner nous-mêmes notre propre rythme et puis pas aussi veiller de ne pas s'épuiser. Parce que c'est vrai qu'on peut travailler tout le temps, mais on doit aussi trouver des moments pour nous. Oui, exactement. C'est clair, les animaux, c'est demandant. Ça demande d'être là le matin, le soir. Il faut surveiller ce qu'ils font, etc. On n'en a pas beaucoup, mais pourtant, c'est quand même une certaine exigence. Et ensuite, la période estivale, il faut y aller. Derrière, il faut suivre avec l'eau. Tant que je n'arrive pas encore à avoir ce que je cherche comme sol, il va falloir que je... Donc, il faut faire attention à la charge de travail. Il faut savoir s'arrêter aussi de temps en temps.
Je pense au début, surtout pour moi, c'était le cas. On se sent un tout petit peu en vacances. Alors, c'était vraiment l'arrivée ici. Je bouquinais, etc. C'était vraiment les vacances, quoi. Jusqu'à ce que petit à petit, donc on a pris un rythme et puis commencé à installer le projet, travailler autour de la ferme. Et puis là, c'est vrai que maintenant, les bouquins, ils sont un peu rangés, mais c'est qu'on doit vraiment s'accorder ce temps-là parce que c'est par rapport à ça. Ah, sinon c'est compliqué, ouais. Oui, après, les avantages, c'est vraiment quand on structure soi-même sa journée. Qu'on fait ce qu'on veut. Qu'on fait ce qu'on veut, on peut faire un strict minimum. Je veux dire, on peut dire, aujourd'hui, je vais juste m'occuper des animaux et puis arroser parce qu'on n'a pas le choix. Et le reste, on ne fait rien. On choisit de partir, d'aller visiter quelque chose ou bien de passer du temps avec des amis ou n'importe. Donc, vraiment, on peut choisir. Ça, c'est l'avantage. Je pense une chose, c'est aussi quand on travaille ici, on accomplit quelque chose, etc. Donc, c'est aussi une grande satisfaction qu'on retrouve à quelque part parce que le travail qu'on effectue, on le fait pour soi-même. Donc, rien que construire ton petit bûcher là-bas derrière. Bûcher, non, mais c'est clair, c'est clair. C'était un plaisir fou, quoi. Après, et puis surtout, quand on fait quelque chose, on accomplit quelque chose, ça fait un changement sur le terrain et ça construit un peu plus ce qu'on a dans l'idée. Et ça tend vers ce qu'on a imaginé dès le départ. Chaque petite pièce qu'on rajoute à ce puzzle, ça change et ça commence à créer l'image qui au début est que dans la tête et sur du papier, et puis que maintenant elle revient différente sur le papier, mais elle se construit petit à petit. Et donc chaque chose va avoir une implication. Il faut espérer pour le meilleur. Exactement. Je pense qu'un avantage aussi, c'est qu'on a une grande flexibilité. Hein. On a beaucoup de place quand même pour des imprévus. Hein. Si on doit changer le programme de la journée au dernier moment parce qu'il y a eu un problème avec des... non, pas avec, mais où les voisins ont un problème et puis ils nous appellent au secours, etc. Donc, c'est comme ça. On a le temps, on a la possibilité, cette flexibilité de répondre à ces questions. Oui. Voilà. En tout cas, on ne changera pour rien au monde. Hein. Auriez-vous une fourchette de prix qu'il faudrait avoir pour bien démarrer un projet comme le vôtre? Alors ça, c'est toujours la question, c'est compliqué, ça va dépendre. On reste toujours très prudent sur les prix, hein, parce que c'est vraiment très, très variable. Hein. Et puis, il ne faut pas non plus... Il y en a vraiment un projet comme on a... Il y a pour tous les budgets, hein. Il faut vraiment le dire. Il y a des terrains petits, il y a des terrains grands, il y a des terrains grands qui valent moins que des terrains petits, il y a des terrains, etc., etc. Il faut savoir que le coût du terrain, ce n'est pas la majorité du coût du projet, c'est juste le départ. Maintenant, si on veut vivre dans une yourte, très simplement, avec un petit jardin, avec 3 petites poules qui courent par-ci, par-là, et faire très peu de choses visiblement, ou vivre très, très simplement, c'est clair que le projet ne va pas du tout être du même niveau financier que le projet qu'on a là. Ça, c'est propre à chacun. Ça dépend ce qu'on recherche comme autonomie, comme luxe, etc. On peut l'appeler ça comme du luxe parce que si on veut vivre simplement, pour certains, ça suffit. Ils ne veulent pas plus. Et pourquoi pas? C'est une façon de faire. Hein. Exactement. Et puis, il y a vraiment beaucoup de gens ici autour qui se sont installés avec très, très peu de moyens. Hein. Ça aussi, je veux dire, nous, on n'avait pas des énormes moyens non plus. On avait un petit peu de budget. Voilà, simplement, ça a permis un peu d'aller plus vite aussi dans les projets. Hein. Ça, si on fait moins, etc., on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas fait la maçonnerie, pas fait le toit. Non, il y a beaucoup de choses qu'on a déléguées, et tant mieux, parce que sinon, on n'aurait pas de maison encore, hein, ça c'est clair. Donc voilà, les prix des terrains sont différents. C'est chaque projet, combien on fait soi-même, etc. Donc vraiment, c'est tellement, tellement variable. C'est qu'on n'a pas envie de vous donner une fourchette ou un prix ou n'importe, parce qu'on ne peut pas. Ça, c'est clair. De quoi vivez-vous? Est-ce que la vie est chère au Portugal? Avez-vous une rentrée d'argent ou est-ce que vous vous débrouillez avec ce que vous produisez? Avez-vous une activité au Portugal? Alors, la vie au Portugal, elle n'est pas bon marché. Je dirais que là, la période inflationniste, là, c'est carrément ici, ça a dû être, je pense, le pire qu'en Europe. Parce que du moment que ça double, ça peut aussi tripler. Du moment que ça triple, ça peut quadrupler. Même on a vu l'autre jour avec la Poste, quand on est arrivé, donc c'est 2 ans, ça fait sur 3 années, donc 3 années chiffres, 22, 23, 24,
La poste, un envoi vers l'Europe, c'était 95 cents, c'est passé à 1,20 € et puis c'est 2 €. Ouais. D'une année à l'autre, ça prend chaque fois C'est juste la 30-40%. folie. Je sais pas, les prix montent comme ça, alors ça s'est calmé en partie. Ce qui n'est pas nécessairement très cher, c'est la vie. Si vous devez acheter de la nourriture, c'est encore très raisonnable. Il y a certaines choses qui sont encore très bon marché, mais autrement, la vie au Portugal n'est pas si bon marché que ça. Après, si vous n'avez pas besoin d'assurance, de banque, alors après, ça dépend aussi avec tout à quoi on s'attache autour de sa vie. Mais c'est pas un budget qui est minuscule quand même. Il faut prendre ça en compte. Ouais. Alors après, ce qu'il faut savoir, donc vous savez que nous, on avait peut-être une maison en Suisse qu'on a vendue, hein, ça c'est sûr. Et maintenant, on essaye ici de vraiment vivre avec un petit budget. Hein. Ouais, vraiment. Donc on a réinvesti une partie dans notre projet et puis on essaye vraiment de produire ce qu'on mange à un maximum. On a réduit vraiment nos dépenses à un maximum. Je veux dire, on n'a plus d'assurance. En Suisse, on était assuré pour tout, je crois. Ici, on a plus minimum. d'assurance. Bah oui, assurance maladie et puis c'est La à peu près voiture. tout. La voiture, oui. On a abonnement téléphone, internet, ça c'est Le minimum. Pas d'autres abonnements, je veux dire. Voilà, c'est simplement nos dépenses, on les a réduites à un maximum. Les charges régulières, ouais. on a vraiment coupé tout dedans. Ouais, Tout ce qu'on ouais. pouvait. Finalement, voilà, on n'a pas le choix parce qu'il fallait le faire. Exactement. Et puis nous, notre objectif, c'est de bien manger, d'être en bonne santé et de profiter. En ce qui concerne l'activité, une des activités rémunérées qu'on a au Portugal, c'est la chaîne YouTube. Et puis, on a eu la chance d'avoir un partnership avec les filtres à eau Wiplo. Ça ne nous a pas été compliqué en fait, de faire une vidéo là-dessus, puisque le produit est bon, il est moins cher que les compétiteurs, et que c'est un produit qu'on utilise au jour le jour. Surtout l'été, ça tourne 24 heures sur 24, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ça fait partie de notre plan. On veut développer un partage au travers de cette chaîne YouTube qui vous apporte quelque chose. Et puis, le partenariat, c'était une opportunité extraordinaire pour nous. Ouais. Puis après, ça vous laisse le choix et c'est tant mieux comme ça. Et ça nous va bien comme ça. Ouais. En fait, voilà. Alors, bonjour. Pourriez-vous nous expliquer comment avez-vous réussi à trouver des locaux pour la reconstruction de votre maison? Est-ce que le permis a été accepté rapidement? Alors, par des locaux, je pense qu'elle veut dire des gens de la région pour faire avancer le travail. Exactement. Ça a été possible. On a bien été aidés pour trouver les bonnes personnes. C'est pas évident. On a eu beaucoup de chance. Alors, il y a pas mal de groupes sur Facebook qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aiguiller. Il y a des gens, donc il y a des communautés sur Facebook. Là, il y a 2-3 groupes qui sont actifs, qui partagent. On partage ses idées suivant les questions qu'il y a. Après, ici, il y a aussi un besoin de travail qui est conséquent dans la région et il n'y a pas toujours assez de monde pour fournir à la demande, pour fournir à cette demande. Donc ici, les délais peuvent être un peu longs parfois. Hein, voilà, exact. Puis ensuite, il y a les gens qui font des travaux, qui travaillent mieux que d'autres. Ben, ça, c'est comme partout. Donc voilà, nous, on a été assez aiguillés pour qu'on trouve les bonnes personnes qui aient le temps de le faire et puis qui soient capables de faire ce qu'on demandait. Quoi. Ouais. Quelques conseils qu'on peut peut-être donner, c'est il faut toujours demander une offre. Donc, pour le travail que vous demandez une offre. Et deuxième chose... Par écrit. Oui, et deuxième chose, demandez une référence. Allez voir les travaux que les gens proposent de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je peux tout faire », mais le résultat n'est pas égal chez toutes les personnes, alors ça c'est sûr. Oui. Ça, c'est peut-être deux choses qu'on peut dire. Après, pour le permis de construire, ça dépend vraiment chaque district, chaque concelho. Chaque concelho, oui. Les concelhos, c'est les parties dans un district. Exactement. Je pense qu'on peut vous dire, il faut simplement aller voir un ingénieur de la ville et puis ou le bureau voir ce qui est compétent pour ça, voir ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, etc. C'est ce qu'on a fait. Et puis après, vous pouvez aller de l'avant avec ça. Après, les délais, le Portugal, c'est le pays des paperasses. Hein. Je veux dire, c'est ça. Il faut suivre la procédure, il n'y a pas le choix. Mais ça dépend vraiment, vraiment chaque concelho. Hein. Ça,
la situation de votre terrain, Ouais. la situation de la maison, etc., etc. Donc il faut Exactement. faire ça de la manière la plus juste possible. Voilà.